Ma famille m'a invité à dîner. Nous avons une grande nouvelle, dirent-ils. En arrivant, j'ai réalisé que tout le monde s'était rassemblé, sauf moi. Une bannière disait « Félicitations à notre vraie fille ». Ils riaient. Nous avons enfin une raison de célébrer. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que le serveur me remette une note du propriétaire. Cela a tout changé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'ai reçu le SMS un mercredi après-midi. Dîner chez Delino, 19 h. Nous avons une grande nouvelle. C'était ma mère qui l'avait envoyé sur la conversation de groupe familial, celle où je suis d'habitude la dernière à avoir des nouvelles. Zéro contexte, pas de message supplémentaire, juste ça. Mais ce qui m'a interpellé, ce n'était ni l'endroit ni l'heure. C'était le ton. Ce mot « grande » sonnait comme une intention, comme s'il voulait que je sois curieuse, qu'il voulait que je vienne, et j'y suis allée. Parce que, peu importe à quel point les choses sont devenues distantes dernièrement, il reste ma famille, n'est-ce pas? Je me souviens d'être entré sur le parking ce soir-là. Le soleil commençait à peine à se coucher, projetant de longues ombres sur le bitume. J'ai pris une grande inspiration avant de sortir de la voiture, ajustant le col de mon uniforme d'infirmière. Je n'avais pas eu le temps de me changer. Ma garde s'était terminée tard, et j'avais filé sans même prendre le temps de dîner. Mais une partie de moi était excitée. Peut-être que les choses allaient enfin changer. Peut-être que cette fois, je ferais partie de quelque chose. En entrant dans le restaurant, j'entendais déjà les rires. J'ai tourné au coin menant à la salle à manger privée et je me suis figé. Ils étaient tous là. Ma mère, Marlène, sirotant du vin et souriant comme si elle posait pour la couverture d'un magazine. Mon père, Gérald, les bras croisés, acquiesçant poliment en écoutant Tessa. Et Tessa, ma jeune sœur, rayonnait. Ses cheveux fraîchement coiffés, son maquillage impeccable, entouré comme toujours de toute l'attention. Même mon grand-père, Walter, était là, assis au bout de la table, silencieux comme à son habitude, mais présent. Ils étaient tous là, sauf moi. Personne ne m'avait gardé de place. Mais ce n'est pas la première chose que j'ai remarquée. Mes yeux se sont posés sur l'énorme banderole blanche tendue sur le mur du fond. Félicitations à notre vraie fille. Des lettres grandes, grasses, pailletées, bruyantes. Ça m'a frappé comme une gifle. Je suis resté là, essayant de comprendre. Personne n'a semblé choqué de me voir. Personne ne s'est excusé. Ma mère a levé son verre avec désinvolture et a dit « Oh, bien. Tu es là. Nous avons déjà commencé. » Tessa m'a regardé de haut en bas avec un sourire narquois. Pas eu le temps de te changer. J'ai hoché la tête avec raideur et forcé un sourire. J'ai fini le travail tard. Il y a eu une sorte de silence bizarre après ça. Pas embarrassant, mais confortable pour eux, comme si j'étais l'invité et non la fille, comme si tout cela ne me concernait pas du tout. Un serveur est arrivé et a glissé une chaise libre au bord de la table pour moi. Personne n'a bougé pour faire de la place. Je me suis assise tranquillement, essayant de me faire la plus petite possible, d'être invisible. C'est à ce moment-là que ma mère a de nouveau levé son verre. « À Tessa », a-t-elle dit avec un sourire fier et théâtral. « Notre vraie fille. Nous avons enfin quelque chose à célébrer. » Tout le monde a trinqué, sauf moi. J'ai fixé la nappe, incertaine d'avoir bien entendu. « Vraie fille ?» Tessa a ri. « D'accord, je vais expliquer », a-t-elle dit comme si elle racontait une blague. Elle s'est penchée avec une lueur dans les yeux. J'ai fait l'un de ces kits ADN. Il s'avère que je ne suis pas adopté. Je suis en fait leur enfant biologique. Maman et papa pensaient m'avoir eu par mère porteuse, mais je suis à eux. Entièrement, complètement à eux. Les gens ont applaudi comme si c'était une fête de révélation du sexe. Gérald a essuyé une larme d'émotion. Ma mère a posé sa main sur son cœur. J'ai cligné des yeux, essayant de garder ma voix stable. Attendez, qu'est-ce que cela signifie pour moi? La table s'est tue pendant une seconde. Puis Marlène a haussé les épaules très légèrement. Eh bien, ma chérie, tu faisais partie du même processus. C'était compliqué. Nous étions jeunes. Des erreurs arrivent. Le rire a éclaté à nouveau, plus fort cette fois. J'étais assise, soudainement glacée dans une pièce pleine d'une chaleur à laquelle je n'étais pas invitée. Et juste au moment où je pensais que je ne pouvais pas me sentir plus petite, le serveur est revenu. Il s'est dirigé vers moi, pas vers quelqu'un d'autre, et m'a tendu une petite enveloppe scellée. Le propriétaire m'a demandé de vous remettre ceci, a-t-il dit. Tout le monde à la table s'est tourné pour regarder.
J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe. Mon prénom y était écrit à la main, juste mon prénom. Et à ce moment-là, tout a basculé. Je ne suis pas né dans cette famille, du moins pas de la manière dont la plupart des gens le sont. Mais en grandissant, personne n'avait jamais rien dit de différent. Mes parents, Marlène et Gérald, avaient toujours été distants, mais ils m'appelaient leur fille. Ils m'avaient donné leur nom de famille. Je les appelais maman et papa. Ils m'ont nourri, vêtu, envoyé à l'école. De l'extérieur, nous ressemblions à n'importe quelle autre famille américaine de classe moyenne. Mais à l'intérieur de notre maison, on avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose que je n'arrivais jamais à nommer à voix haute. Tessa, ma jeune sœur, était tout ce qu'ils avaient toujours voulu. Dès qu'elle a pu marcher, elle a été le centre de chaque conversation, de chaque fête, de chaque cadre photo au mur. C'était leur fille en or. Boucle blonde, sourire de Miss, toujours d'excellentes notes avec la moitié des efforts. Et moi, j'étais celle qui se souvenait de sortir les poubelles, celle qui s'asseyait sur la banquette arrière pendant les vacances pour que Tessa ait la fenêtre, celle qui faisait toujours son propre gâteau d'anniversaire parce que maman n'avait plus le temps. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un d'eux m'a dit qu'il était fier de moi. Ni quand je suis entré à l'école d'infirmière. Ni quand je suis resté debout 36 heures pendant la crise de la Covid. Pas même quand j'ai remboursé mes prêts étudiants en travaillant en double service tous les week-ends. Mais je ne me plaignais pas. Je pensais que c'était peut-être comme ça que fonctionnaient les familles. Peut-être que l'amour ne se manifestait pas toujours par des câlins ou des applaudissements. Peut-être qu'être la personne responsable signifiait que vous n'aviez pas droit au projecteur. Et malgré toutes les petites fissures, je suis resté proche. J'appelais pour les anniversaires. J'offrais de conduire à l'aéroport. J'arrivais à Noël avec des cadeaux même si personne n'avait pensé à m'en offrir. Je ne manquais jamais une invitation à dîner parce qu'au fond de moi, j'espérais toujours que cette fois serait différente. C'est pourquoi, lorsque le SMS de groupe est arrivé à propos du dîner chez Delino, je me suis dit, peut-être qu'ils vont enfin me voir. Peut-être que la grande nouvelle était quelque chose que nous pourrions tous partager. Peut-être, juste peut-être, que je ferais enfin partie de la fête, et pas seulement spectatrice. J'étais fatigué ce jour-là, physiquement et émotionnellement. 12 heures à l'hôpital, 2 arrêts cardiaques appelés, un patient que je n'ai pas pu sauver. Mais je n'ai pas annulé. Je ne voulais pas être celle qui se défile. Je m'étais habitué à être celle qui se présente, même quand ça fait mal. Je me souviens avoir mis un peu de rouge à lèvres dans le rétroviseur de ma voiture, essayant de me reprendre. Je me suis dit, ne réfléchis pas trop. Vas-y, souris. Peut-être que cette fois, ce sera différent. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce moment, à cette banderole, à cette phrase. Félicitations à notre vraie fille. Ce n'était pas juste une fête. C'était une déclaration, une ligne tracée en paillettes encre qui appartenait et qui n'appartenait pas. Et la façon dont ils m'ont regardé quand j'ai demandé « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Comme si c'était moi qui rendais les choses inconfortables, comme si je réagissais de manière excessive à ce qu'ils pensaient être une blague inoffensive. Ça m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pourtant, je ne suis pas parti. Pas tout de suite. Je suis resté assise sur cette chaise, les mains sur les genoux et le cœur battant à contretemps. J'ai attendu que quelqu'un, n'importe qui, remarque la douleur sur mon visage, me demande si j'allais bien. Personne ne l'a fait. Et puis l'enveloppe est arrivée. Le serveur l'a posée doucement, respectueusement, comme si c'était quelque chose de sacré. L'extérieur était simple, juste mon prénom à l'encre noire. Alina. Je n'avais pas vu mon nom écrit comme ça depuis des années, pas à la main, pas comme s'il avait de l'importance. Et c'est là que j'ai su que cela ne faisait pas partie de leur plan. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient organisé. C'était autre chose. Quelqu'un avait su que j'aurais besoin de ce moment, que j'aurais besoin de la vérité. Et d'une manière ou d'une autre, il s'était assuré qu'elle me parvienne. Mes mains tremblaient lorsque je les ramassais. Je ne le savais pas encore, mais ce qu'il y avait à l'intérieur de cette enveloppe allait bouleverser tout ce que je croyais savoir. Pas seulement à propos de ce dîner, mais à propos de toute ma vie. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Je l'ai tenue dans mes mains comme si c'était quelque chose de fragile, quelque chose qui pouvait soit me sauver, soit me détruire. Le papier était épais, presque à l'ancienne, et l'écriture était nette et délibérée. Quelqu'un avait pris son temps. Quelqu'un avait voulu que cela m'arrive, et je ne savais pas si cela me terrifiait ou me donnait de l'espoir. Mais je ne pouvais pas l'ouvrir. Pas là. Pas tant que j'étais entouré de gens qui faisaient semblant que je n'existais pas. Je l'ai glissé dans la poche de mon manteau et j'ai levé les yeux. La conversation avait repris sans moi.
Tessa parlait maintenant de son test ADN comme si c'était le point culminant d'une comédie romantique. Honnêtement, je l'ai fait juste pour m'amuser, a-t-elle dit en faisant tournoyer son vin. Mais quand j'ai eu les résultats, j'ai été choqué. Apparemment, je suis 100% biologique. Pas de donneur, pas d'erreur, juste moi, la vraie de vraie. Tout le monde a ri à nouveau. Même grand-père Walter a fait un signe de tête poli, même si j'ai remarqué qu'il ne riait pas des yeux. J'ai finalement trouvé ma voix et j'ai demandé doucement. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Pendant une seconde, personne n'a rien dit. Mon père a regardé vers le mur comme s'il essayait de se souvenir d'un rendez-vous chez le dentiste. Ma mère s'est agitée sur sa chaise et a fait ce petit sourire répété. Eh bien, a-t-elle dit, nous avons utilisé 2 embryons. À l'époque, la clinique ne vous disait pas grand-chose. Nous n'avons pas posé trop de questions. Tessa a interrompu, en gros, il y a eu une confusion. Je suis à eux. Alina, tu es peut-être à quelqu'un d'autre. Elle a dit ça en riant, comme si elle disait que j'avais commandé le mauvais café chez Starbucks. Tout le monde a ricané, sauf moi. Je voulais partir. Je voulais crier, mais je suis restée assise, complètement immobile, comme si mon corps s'était détaché de la pièce. Ma mère a tendu la main sur la table pour se verser plus d'eau. Ça ne change rien, cependant, a-t-elle ajouté avec désinvolture. Tu fais toujours partie de la famille. Toujours partie de la famille. La façon dont quelqu'un dit ça quand il parle d'un ancien voisin ou du chien qu'il a donné il y a des années. J'ai senti ma gorge se nouer, mon cœur battre dans ma poitrine. Pas vite, mais lourdement, comme s'il entraînait le reste de moi vers le bas. Personne ne s'est excusé. Personne n'a reconnu que ce qu'il venait de révéler était plus qu'une surprise excentrique. C'était toute mon identité jetée comme une blague. Je n'étais pas seulement la 2e meilleure fille. J'étais celle qui n'appartenait même pas. Cette banderole au-dessus de la table le rendait clair. Notre vraie fille. Pas nos 2 filles. Pas notre famille. Juste une vraie fille. Et ce n'était pas moi. Tessa rayonnait, savourant chaque seconde. Elle a sorti son téléphone et a commencé à montrer des photos des résultats ADN comme si c'était la preuve de sa destinée. Mes parents se sont penchés, fascinés, stupéfaits, buvant chacune de ses paroles. J'étais assise, invisible, me ratatinant à chaque gorgée de mon oignon touché. À un moment donné, Tessa s'est penchée vers moi et a dit « Honnêtement, ça explique beaucoup de choses. Tu as toujours été différente. » Elle ne le pensait pas gentiment. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. C'était un rappel du travail. Garde de nuit la semaine prochaine confirmé. Soyez là à 18h. Même mon travail me traitait avec plus de respect que ma propre famille. J'ai ravalé la chaleur montante dans ma gorge et je me suis levé. Je vais prendre l'air dehors, ai-je dit. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a demandé si j'allais bien. Ma chaise a raclé doucement le sol, et leur conversation a continué sans interruption. Je suis sorti dans l'air froid de la nuit, j'ai sorti l'enveloppe de mon manteau et je l'ai fixée sous le lampadaire. Je tremblais, non seulement à cause du froid, mais à cause de la prise de conscience que je n'avais jamais vraiment fait partie de cette table. Ni à 5 ans, ni à 15 ans, ni ce soir. Et quelque part à l'intérieur de cette enveloppe, j'avais le sentiment que j'allais découvrir pourquoi. J'étais debout devant ce restaurant comme si le sol sous moi n'était plus réel. Les rires de l'intérieur continuaient de se déverser par la fenêtre. Doux tintement de verre, voix familière, histoire racontée pour la 50e fois. Si vous ne saviez pas, vous penseriez que ce n'était qu'une autre réunion de famille, juste un autre dîner ordinaire. Mais quelque chose s'était fendu en grand à l'intérieur de moi, et tout ce que je pouvais entendre était le son du papier qui se dépliait entre mes mains. L'enveloppe était chaude maintenant, à force de l'avoir tenue, mon nom, Alina, me fixant toujours comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Pendant une seconde, j'ai pensé à ne pas la lire. Peut-être que ce serait plus facile de m'éloigner de tout ça et de juste porter le fardeau de ne pas savoir. Mais j'avais passé la majeure partie de ma vie à faire exactement ça. Avaler silencieusement des choses qui n'avaient pas de sens. Excuser les regards froids, prétendre que leur amour me suffisait. J'en avais fini de faire semblant. Alors j'ai déchiré le seau. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier pliée. L'écriture m'a glacé, penché, une écriture cursive élégante, familière d'une manière que je ne pouvais pas situer au début. Puis ça m'a frappé. Grand-père Walter. Je n'avais pas vu son écriture depuis que j'étais enfant. À l'époque où il m'envoyait des cartes d'anniversaire avec des billets de $2 cachés à l'intérieur. Il avait arrêté il y a des années.
Ou peut-être que quelqu'un l'avait forcé à arrêter. J'ai ouvert la lettre. Alina, si tu lis ceci, cela signifie qu'ils t'ont finalement dit. Ou peut-être qu'ils t'en ont dit juste assez pour te blesser, mais pas assez pour expliquer. J'ai attendu des années ce moment. Il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire depuis longtemps, mais on m'a demandé de ne pas le faire, et j'ai tenu cette promesse jusqu'à maintenant. Je pouvais à peine respirer. Tu n'étais jamais censé finir avec eux. Ta mère, ta vraie mère, était la meilleure amie de ma fille. Elle s'appelait Camilla Cardinus. Elle était forte, féroce, gentille. Elle te voulait plus que tout. Mais elle est morte dans un accident de voiture alors que tu n'étais qu'un bébé. Personne ne parle d'elle maintenant. Ils ont enterré sa mémoire pour se protéger eux-mêmes. Pas toi. J'ai senti mes genoux fléchir. Je me suis assise sur le banc en pierre près du trottoir. La lettre tremblait dans mes mains. Camilla. Ma mère avait un nom que je n'avais jamais entendu, un nom qu'il n'avait jamais prononcé. Après l'accident, Marlène est intervenue. Elle a proposé de te prendre. Elle a dit que c'était la seule façon de te garder en sécurité et bien soignée. À l'époque, je l'ai cru. C'était ma fille. Je voulais lui faire confiance. Mais la vérité est qu'elle ne t'a pas prise par amour. Elle t'a prise par culpabilité et par orgueil. Elle ne voulait pas élever l'enfant de sa meilleure amie. Elle voulait l'effacer. J'ai essayé, Alina. J'ai essayé de te garder près de moi. Mais Marlène ne voulait pas que je sois impliqué. Elle disait que je confondais les choses. Elle disait que c'était mieux pour toi si tu passais simplement à autre chose. Je me suis souvenu de la façon dont mon grand-père me tirait à part lors des réunions de famille et me murmurait des choses comme « Tu es plus forte qu'il ne le pense » ou « Tu vois les choses clairement, tout comme ta mère ». Je pensais qu'il parlait de Marlène. Maintenant, je savais que non. J'ai gardé les affaires de Camilla, des lettres, des journaux intimes, des photos. J'en ai une d'elle te tenant à l'hôpital, souriante si largement qu'on croirait qu'elle était la femme la plus chanceuse du monde. Elle l'était. Tu étais son miracle. Tu le es toujours. Viens me voir ce soir. Je suis toujours là. Je te raconterai tout. Amour, grand-père Walter. La lettre a glissé de mes doigts, atterrissant doucement sur mes genoux comme si elle avait livré son poids final. Ma poitrine avait l'impression de s'effondrer et de s'étendre en même temps. Toute la partie de moi qui avait attendu d'être choisie, d'être incluse, d'être vue, est soudainement devenue sans importance. Je ne voulais plus être vue par eux. Je n'en avais pas besoin. J'ai levé les yeux vers la fenêtre du restaurant. Ma famille, les gens que je croyais miens, parlaient toujours, célébraient toujours, vivaient toujours au centre de leur propre histoire où je n'avais jamais vraiment appartenu. Ils n'avaient rien perdu ce soir. Mais j'avais trouvé quelque chose. Un fil de vérité. Un nom, une mère, un grand-père qui n'avait jamais renoncé à moi, une famille dont on ne m'avait jamais parlé, une famille qui m'aurait peut-être aimé de la manière dont j'avais toujours aspiré à l'être. Je me suis levé. Cette fois, je n'ai pas hésité. J'ai marché droit vers ma voiture, les mains stables maintenant. Je n'ai pas dit au revoir. Je ne leur devais pas ça. Ils avaient eu 30 ans pour me dire la vérité. Et ils ont choisi le silence. Mais quelqu'un d'autre avait choisi l'amour. Et ils m'attendaient. Le trajet jusqu'à la maison de grand-père Walter a semblé plus long qu'il ne l'était. Ce n'était qu'à 15 minutes du restaurant, mais chaque feu rouge s'étirait en une éternité. Mes doigts agrippaient le volant plus fort que nécessaire. Mes pensées couraient plus vite que mon cœur. Je tremblais, non pas de peur, mais de l'attraction écrasante de quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. La vérité. Je ne savais pas ce que je trouverais en arrivant. Je savais juste que je devais y aller. Quand je me suis garé dans l'allée, sa lumière de Porsche était déjà allumée. Il était assis sur la balançoire, exactement comme il l'avait fait quand j'étais petite. À l'époque, je grimpais sur le siège à côté de lui et posais des questions sur tout. Je le considérais comme le seul adulte qui m'écoutait vraiment. Maintenant, je savais pourquoi. Il s'est levé lentement quand il m'a vu. Pas de mots au début. Il a juste ouvert les bras, et je suis entré dedans comme si je rentrais à la maison. Il m'a tenu plus longtemps que prévu, plus longtemps que quiconque ne l'avait fait depuis des années. Quand il a reculé, ses yeux étaient embués, mais sa voix était stable. « Je suis tellement désolé que tu aies dû l'apprendre comme ça. » J'ai hoché la tête, trop ému pour répondre. Il m'a conduite à l'intérieur, et tout sentait le bois de cèdre et les vieux souvenirs. Le salon n'avait pas changé depuis des décennies. Les mêmes couvertures en crochet, la même lampe vintage avec un abat-jour penché, mais maintenant c'était différent, comme si cela m'appartenait d'une certaine manière. Sur la table basse se trouvait une petite boîte en bois.
Il l'a ouverte lentement, comme si elle était sacrée. À l'intérieur se trouvaient des lettres empilées soigneusement, toutes dans la même écriture, certaines adressées à moi, d'autres jamais envoyées. Ta mère les a écrites pendant sa grossesse, a-t-il dit. Et quelques-unes après ta naissance. Elle disait qu'elle pouvait sentir ton rythme cardiaque avant même que tu ne donnes des coups de pied. Elle te parlait tous les jours. Elle t'aimait avec une telle ferveur, Alina. Il m'a tendu une photographie. C'était une chambre d'hôpital. Une jeune femme aux yeux marron profonds et aux longs cheveux foncés berçait un nouveau-né. Son visage était doux, rayonnant, joyeux. C'est Camille, a-t-il dit. La pièce est devenue floue autour de moi. Je ne l'avais jamais vue auparavant, mais je la connaissais. Je l'ai regardée de la même manière qu'un enfant se regarde dans un miroir pour la première fois et voit enfin son propre visage clairement. Je me suis vu dans son nez, ses pommettes, la façon dont elle me berçait, comme si j'étais tout. Cette image a fait quelque chose qu'aucun test ADN ni dîner de famille n'aurait pu faire. Cela m'a fait sentir réel. Ma voix a tremblé. Pourquoi ne m'ont-ils pas dit? Walter s'est assis à côté de moi. Ils ne voulaient pas aimer quelque chose qui leur rappelait ce qu'ils avaient pris. Marlène a toujours vécu dans l'ombre de Camilla. Quand Camilla est morte, elle a vu sa chance de réécrire l'histoire. Et Gérald, il a juste suivi tout ce qui rendait la vie plus facile. Mais je savais que je ne pouvais pas laisser la fille de Camilla disparaître. Alors, je suis resté proche, aussi proche qu'il me le permettait. Et j'ai attendu le jour où tu viendrais à moi. Il a sorti une enveloppe décolorée marquée « Pour Alina quand elle sera prête ». C'était l'écriture de ma mère. Je l'ai ouverte lentement, les mains tremblantes, le cœur grand ouvert. Ma très chère Alina, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas pu rester assez longtemps pour t'élever. Et j'en suis tellement désolé. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose que personne d'autre ne pourra jamais t'enlever. Tu as été désiré. Tu as été choisi. Tu as été aimé. S'ils ont essayé de te faire te sentir petite, c'est parce qu'ils avaient peur de la taille de ton cœur. Ne les laisse pas éteindre ta lumière. Tu es à moi et je suis à toi, toujours. Maman. Les larmes ont coulé librement, non pas de chagrin, mais de reconnaissance. Pour la première fois de ma vie, je ne me demandais pas si j'avais de l'importance. Je savais que j'en avais, et je savais qui j'étais. Je n'étais pas la fille de reste. Je n'étais pas un fardeau. Je n'étais pas la fille qui devait gagner sa place à table. J'étais la fille de Camilla Cardinus. Aimée, combattue, choisie. J'ai regardé grand-père Walter et j'ai souri à travers mes larmes. Je veux tout savoir. Il m'a souri en retour. Alors, commençons. Je suis resté chez grand-père Walter cette nuit-là. Nous avons parlé jusqu'à près de 3 heures du matin. Il m'a montré plus de lettres, plus de photos, des morceaux d'une vie que j'avais vécue en marge sans jamais le savoir. J'ai appris que ma mère, Camilla, avait été professeure de musique. Elle me chantait des chansons tous les soirs alors que j'étais encore dans son ventre. Elle m'appelait « ma petite Léna » dans ses journaux intimes. Elle avait prévu de m'élever seule. Elle était effrayée mais fière, courageuse. Chaque phrase que je lisais était comme de l'oxygène après des années passées à respirer par une paille. Au matin, j'avais pris ma décision. Je ne retournerai pas dans cette maison. Pas pour les sourires de travers de Marlène ou le détachement poli de Gérald. Pas pour le ton moqueur de Tessa. Pas pour cette table de salle à manger où l'amour était servi avec des conditions. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. J'en avais fini d'attendre qu'il change. Fini d'essayer de m'intégrer dans un espace qui n'a jamais été construit pour moi. Au lieu de cela, je me suis choisi moi-même. Quelques jours plus tard, j'ai déposé une demande pour changer légalement mon nom. Alina Cardinus. La première fois que je l'ai dit à voix haute au tribunal, j'ai senti quelque chose se mettre en place en moi, comme une pièce de puzzle qui s'emboîte enfin. Mon vrai nom, le nom de ma mère, ma vérité. J'ai emménagé temporairement dans la chambre d'amis de Walter. Les murs sont couverts de photos de Camilla et de ses étudiants. Son violon est accroché près de la porte. J'ai appris quelques-unes de ses chansons, de douces berceuses que je joue sur un clavier que j'ai acheté pour la maison. La musique ressemble à une langue que nous parlons à travers le temps. Et au milieu de tout ça, j'ai continué à travailler. Les soins infirmiers ne s'arrêtent pas même lorsque votre monde s'écroule et se reconstruit. Mais je travaille différemment maintenant. Je souris plus. J'écoute plus attentivement. J'ai commencé à encadrer de nouvelles étudiantes. Je porte une photo de Camilla dans mon porte-badge, non pas parce que j'ai besoin que les autres la voient, mais parce que je veux enfin la voir avec moi. Je ne parle plus à Marlène ou à Gérald.
Non par rancune, mais par respect de soi. Tessa a envoyé quelques messages. L'un disait « Je ne savais pas que ça te ferait tant de mal ». Je n'ai jamais répondu. Les laisser revenir serait comme leur donner un marteau après avoir passé des mois à me recoller, et j'en ai fini d'être brisé pour le confort des autres. Ce que j'ai appris, c'est ceci. La famille n'est pas quelque chose dans lequel vous êtes né. C'est quelque chose que vous construisez. C'est qui se présente lorsque tout le reste s'effondre. C'est qui dit la vérité quand c'est difficile. C'est qui laisse la lumière allumée et attend que vous rentriez à la maison, même quand tout le monde a oublié que vous existez. J'ai pensé que je n'étais personne pendant si longtemps. Mais j'étais le miracle de quelqu'un. J'ai été aimé par une mère qui n'a jamais pu me voir grandir, mais qui m'a donné tout ce qu'elle avait pendant qu'elle le pouvait. J'ai été protégé par un grand-père qui a attendu des décennies pour me rendre ma propre histoire. Et j'ai finalement, enfin, appris à m'aimer moi-même avec cette même énergie féroce et inconditionnelle. Alors, voici ce que je dirais à tous ceux qui se sont sentis comme des étrangers dans leur propre famille. Vous n'êtes pas le problème. Vous n'êtes pas moins parce qu'ils n'ont pas réussi à voir votre valeur. Vous n'êtes pas défini par ceux qui n'ont pas pu vous aimer correctement. Vous êtes autorisé à partir. Et quand vous le faites, quand vous choisissez enfin la vérité plutôt que la performance et l'amour plutôt que l'héritage, vous ne perdez pas une famille, vous trouvez la vôtre. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et si vous avez déjà eu à vous reconstruire à partir de zéro, dites-moi dans les commentaires quelle vérité vous a libéré.